J'ai vendu ma maison pour soigner le cancer de mon mari. Lorsqu'il a guéri, il m'a quitté pour une femme plus jeune. Mon fils et mes associés se sont moqués de moi. J'ai passé une nuit froide sous la tempête lorsque j'ai vu une petite fille effrayée, grelottant de froid. J'ai utilisé mes 10 derniers dollars pour lui acheter de la nourriture et une couverture. 3 jours plus tard, 17 voitures noires se sont arrêtées devant le refuge lorsqu'un milliardaire est sorti de la voiture et a vu sa fille avec moi. Il a fait quelque chose qui a tout changé. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Gretchen, et à 65 ans, j'ai appris que l'amour peut être l'erreur la plus coûteuse que vous puissiez faire. Tout a commencé par un appel téléphonique un mardi matin de mars. J'arrangeais des fleurs fraîches dans l'antiquaire que j'avais bâti à partir de rien en 30 ans lorsque mon téléphone a sonné. La voix à l'autre bout du fil était celle du docteur Martinez, et les mots qu'il a prononcés ont tout changé. Madame Gretchen, j'ai besoin que vous et votre mari veniez immédiatement. Les résultats des tests sont revenus. Mes mains tremblaient alors que je reposais les roses blanches que je tenais. Damon se plaignait de fatigue depuis des mois, mais nous avions tous deux attribué cela à son âge. Il avait 68 ans, après tout. Les hommes de son âge étaient censés ralentir. Le diagnostic était un cancer du pancréas, stade 3. J'ai vu mon mari depuis 42 ans s'effondrer sur cette chaise de bureau stérile, ses mains ridées cachant son visage alors que le docteur Martinez expliquait les options de traitement. Les mots se brouillaient, chimiothérapie, radiothérapie, traitements expérimentaux. Mais une phrase a traversé tout le reste, nous prévoyons environ 250 000 $ pour le protocole de traitement complet. Cette nuit-là, Damon n'a pas pu dormir. Je l'ai trouvé dans notre cuisine à 3 heures du matin, regardant par la fenêtre notre petit jardin arrière. Je ne peux pas te faire subir ça, a-t-il murmuré sans se retourner. Peut-être que c'est mon heure, Gretchen. Peut-être que je devrais juste. Je l'ai enlacé par derrière, sentant à quel point il avait déjà perdu du poids. N'ose pas parler comme ça. Nous allons nous battre ensemble. Notre assurance couvrirait peut-être 60% des coûts. Le reste devrait venir d'ailleurs. Je savais où. L'antiquaire était l'œuvre de ma vie. Je l'avais commencé en 1982 avec 300 $ et un rêve, travaillant 18 heures par jour pour en faire quelque chose de spécial. L'ancienne maison victorienne que j'avais transformée était située sur un terrain de premier choix au centre-ville, rempli de pièces soigneusement sélectionnées que j'avais collectionnées pendant des décennies. Elle valait près de 400 000 $. Notre maison était payée, valant encore 200 000 $ sur le marché actuel. Entre les deux propriétés, nous pourrions couvrir le traitement de Damon et il nous en resterait assez pour louer un petit appartement pendant qu'il se remettait. J'ai pris la décision sans lui dire. Le lendemain matin, j'ai appelé un agent immobilier. « Êtes-vous sûr de cela, Madame Patterson ?» a demandé Janet, mon agent immobilier, lorsque je lui ai expliqué ce que je voulais faire. « Ce sont des actifs majeurs. Une fois que vous vendez, il n'y a pas de retour en arrière. » J'ai regardé Damon dormir paisiblement sur notre canapé, le visage émacié et pâle. « Je suis sûr. » Le processus a duré 6 semaines, 6 semaines à regarder Damon s'affaiblir pendant que je démantelais tranquillement notre vie. J'ai vendu le magasin à un promoteur qui prévoyait de le démolir pour construire des condos. La maison est allée à un jeune couple avec 3 enfants qui ont promis de prendre soin de mon jardin de roses. Nous avons déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et je me suis consacré à être la soignante de Damon. Chaque matin, je l'emmenais au traitement. Chaque soir, je lui tenais la tête pendant qu'il était malade. J'ai appris à cuisiner des aliments qui ne bouleverseraient pas son estomac, à faire des injections, à surveiller son calendrier de médicaments avec une précision militaire. Pendant 8 mois, le cancer est devenu notre monde entier. Mais cela a fonctionné. En novembre, le docteur Martinez a utilisé le mot pour lequel nous avions prié, rémission. Damon avait l'air mieux qu'il ne l'avait été depuis 1 an. Sa couleur est revenue, son appétit est revenu et il a recommencé à parler de l'avenir. Je pensais que nous avions gagné. J'étais si naïve. La conversation qui a brisé mon monde a eu lieu un mercredi soir de décembre. Je préparais la soupe préférée de Damon quand il s'est éclairci la gorge derrière moi. « Gretchen, nous devons parler. » Quelque chose dans son ton a fait chuter mon estomac, mais j'ai continué à remuer. « De quoi ? » J'ai beaucoup réfléchi pendant toute cette épreuve, à la vie, à ce que je veux. Je me suis retourné,
la cuillère à soupe toujours à la main. Damon était assis à notre petite table, les mains jointes, regardant partout sauf moi. Je veux divorcer. La cuillère est tombée par terre avec un bruit sourd. Quoi? Je sais que c'est difficile, mais j'ai réalisé que je veux passer le temps qu'il me reste à être vraiment heureux. N'avons-nous pas été heureux? Ma voix sonnait étrange, lointaine. J'ai pensé après avoir vaincu le cancer ensemble, Damon m'a finalement regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, l'indifférence. Gretchen, tu es une bonne femme, mais nous vivons comme des colocataires depuis des années. Je veux de la passion. Je veux me sentir à nouveau vivant. Te sentir à nouveau vivant? J'ai répété. J'ai tout vendu pour te sauver la vie. J'ai passé 8 mois à prendre soin de toi. J'ai renoncé à mon entreprise, à ma maison, à tout ce que j'ai construit. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai attrapé le comptoir pour me stabiliser. Tu ne m'as jamais demandé? Tu es mon mari. Bien sûr que je l'ai fait. Eh bien, maintenant je demande ma liberté. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une décision soudaine née de la survie au cancer. C'était planifié. Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Le silence de Damon était une réponse suffisante. Qui est-ce? Elle s'appelle Sarah. Elle était l'une de mes infirmières pendant le traitement. J'avais l'impression de tomber dans un puits profond. Sarah, je me souvenais d'elle, jolie blonde, peut-être 32 ou 33 ans. Elle avait toujours été très attentive à Damon, toujours souriante et riant à ses blagues. Je pensais qu'elle était juste professionnelle. Depuis combien de temps? J'ai murmuré. Est-ce que ça importe? Depuis combien de temps, Damon? Il a soupiré. Depuis juillet. Juillet? En plein milieu de son traitement. Alors que je vendais l'œuvre de ma vie pour payer ses soins, il tombait amoureux d'une autre femme. Je veux que tu sois parti d'ici la fin du mois, a-t-il dit en se levant. Je te donnerai 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. C'est aussi mon appartement. C'est moi qui l'ai loué. Mon nom est sur le bail. Sarah emménagera après les vacances. Ce serait gênant pour nous tous si tu restais. J'ai regardé cet homme que j'avais aimé pendant 42 ans, cet homme pour lequel j'avais tout sacrifié pour le sauver, et je ne l'ai pas reconnu. Où suis-je censé aller? Je n'ai pas d'argent. J'ai tout dépensé pour ton traitement. Ce n'est plus mon problème, Gretchen. La semaine suivante a été un cauchemar. J'ai appelé notre fils Robert, pensant qu'il comprendrait sûrement, qu'il serait sûrement indigné par le comportement de son père. Maman, je pense que tu dois accepter que papa ait le droit d'être heureux, a-t-il dit quand je lui ai expliqué ce qui se passait. Vous deux n'avez pas été amoureux depuis des années. Tout le monde pouvait le voir. Robert, j'ai tout abandonné pour lui sauver la vie. C'était ton choix, mais tu ne peux pas lui reprocher ça éternellement. Je ne lui reproche rien. J'essaie juste de comprendre comment tu peux soutenir ça. Robert a soupiré, l'air irrité. Écoute, maman, tu as toujours été dramatique. Papa m'a dit à quel point tu lui faisais culpabiliser à propos de l'argent. Sarah le rend heureux d'une manière que tu n'as pas fait depuis des années. Il t'a parlé de Sarah? Bien sûr qu'il l'a fait. Il était malheureux. Maman, laisse-lui un peu de répit. J'ai raccroché, me sentant plus seul que jamais. Mon propre fils prenait le parti de son père, me dépeignant comme la méchante de cette histoire. Mais le pire était à venir. J'avais espéré conserver mon partenariat dans Patterson & Associates, l'entreprise de conseil que j'avais construite avec 2 autres femmes avant d'ouvrir l'antiquaire. Ce n'était pas grand-chose, mais cela me donnerait un petit revenu pendant que je cherchais quoi faire ensuite. Margaret et Suzanne m'ont convoqué au bureau 2 jours après le Nouvel An. Gretchen, nous avons discuté de ta situation, a déclaré Margaret, sans croiser mon regard. Compte tenu de tout ce que tu traverses personnellement, nous pensons qu'il serait préférable que tu te retires de l'entreprise. Me retirer? J'ai répété. J'ai aidé à fonder cette entreprise. Suzanne s'est penchée en avant, son expression faussement compatissante. Nous sommes inquiètes pour ton état émotionnel, le divorce, le stress financier. Cela affecte ton jugement. De quoi parlez-vous? Je travaille ici depuis 20 ans. Tu as manqué 3 réunions de clients le mois dernier,
a déclaré Margaret. Tu sembles distraite, déconcentrée. Je gérais le traitement du cancer de mon mari, puis un divorce. Bien sûr que j'étais distraite. C'est exactement notre point de vue, a déclaré Suzanne. Nous pensons que tu as besoin de temps pour régler ta vie personnelle. Nous sommes prêts à racheter ta participation. Elles m'ont offert 15 000 $ pour une participation d'une valeur d'au moins 40 000 $. Je savais qu'elles profitaient de ma situation, mais je savais aussi que je n'avais ni l'énergie ni les ressources nécessaires pour les combattre. Le 1er février, j'avais perdu mon mari, le respect de mon fils, ma maison, mon entreprise et mes économies. J'avais 65 ans, je n'avais nulle part où aller et personne vers qui me tourner. Le refuge pour sans-abri de Maple Street est devenu mon adresse temporaire. L'assistante sociale qui a traité mon formulaire d'admission était gentille mais débordée. C'est juste le temps de te remettre sur pied, m'a-t-elle assuré en me tendant une liste de règles et d'heures de repas. La plupart des gens ne restent pas longtemps. Mais alors que je m'allongeais sur mon lit étroit cette première nuit, écoutant les bruits de 30 autres femmes essayant de dormir dans une seule pièce, je me suis demandé si c'était ainsi que mon histoire allait se terminer, seule, oubliée, rejetée par les personnes mêmes pour lesquelles j'avais tout sacrifié. La femme dans le lit à côté du mien ronflait doucement. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un pleurait doucement dans son oreiller. Dehors, la pluie a commencé à tomber contre les fenêtres, et j'ai remonté ma fine couverture jusqu'à mon menton. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de ne pas penser à Damon et Sarah dans l'appartement que j'avais payé, dormant dans le lit que j'avais acheté, construisant une vie sur les cendres de la mienne. Demain marquerait exactement 2 mois depuis que mon mari avait demandé le divorce, 2 mois depuis que mon monde s'était effondré. Alors que je finissais par m'endormir, je n'avais aucune idée que tout allait changer de la manière la plus inattendue possible. 3 semaines au refuge m'avaient appris des choses que je n'aurais jamais imaginé avoir besoin de savoir, comment faire en sorte que le café instantané ait un goût presque décent en ajoutant une pincée de sel, comment plier les vêtements pour qu'ils tiennent dans un sac en plastique, comment disparaître en soi-même lorsque la femme 2 lits plus loin commençait à crier après des ennemis invisibles à 3 heures du matin. Plus important encore, j'ai appris que la dignité était quelque chose pour lequel il fallait se battre chaque jour. Le matin de la tempête a commencé comme tous les autres. Je me suis réveillé à 5h30 avant la cloche du petit déjeuner et je me suis dirigé vers la salle de bain commune. Le miroir au-dessus du lavabo montrait une femme que je reconnaissais à peine. Mes cheveux, autrefois ma fierté, pendaient maintenant mous et gris autour d'un visage qui avait vieilli de plusieurs années en quelques mois seulement. Le refuge fournissait des articles de toilette de base, mais on ne pouvait pas faire grand-chose avec un shampoing générique et un pain de savon institutionnel. Je cherchais du travail depuis 2 semaines, mais à 65 ans, la plupart des employeurs me considéraient comme un passif plutôt que comme un atout. Les quelques entretiens que j'avais réussi à décrocher se terminaient toujours de la même manière, « Nous vous recontacterons », disait-il avec des sourires polis qui n'atteignaient pas leurs yeux. Ce matin-là, il me restait 7,34 $ de la petite somme que j'avais réussi à économiser en vendant mes bijoux. C'était tout ce qui se dressait entre moi et la misère absolue. Les prévisions météorologiques avaient été inquiétantes toute la semaine. Les météorologues parlaient d'un événement météorologique important, le genre de tempête qui pouvait couper le courant pendant des jours et transformer les rues en rivières. À midi, le personnel du refuge avait déjà commencé à faire des préparatifs, à vérifier les générateurs et à stocker de la nourriture supplémentaire. Tous les résidents doivent prévoir de rester à l'intérieur ce soir, a annoncé Madame Chen, la responsable de jour. Cette tempête va être dangereuse. Mais à 16h30 cet après-midi, j'ai réalisé que j'avais commis une erreur critique. Dans ma distraction à propos d'un entretien d'embauche ce matin-là, j'avais oublié de prendre mes médicaments contre la tension artérielle. Sans eux, je risquais un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Les pilules étaient dans mon petit sac à l'étage, mais j'avais besoin de nourriture pour les prendre en toute sécurité, et le dîner ne serait pas servi avant 18h. J'ai recompté mon argent. 7,34 $, assez pour un petit sandwich et peut-être un carton de lait au coin de la rue à 3 pâtés de maison. Le vent se levait déjà alors que je sortais, me poussant avec une force surprenante. Des nuages sombres tourbillonnaient au-dessus de ma tête, et les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tomber. J'ai resserré ma fine veste et me suis dépêché dans la rue. Le magasin du coin était presque vide, à l'exception du vieux commis et d'un homme qui achetait des cigarettes. J'ai pris un sandwich à la dinde préfabriqué et un petit carton de lait, calculant le coût exact dans ma tête, 4,67 $. Cela me laisserait avec 2,67 $ pour demain. Alors que je payais,
Le commis a jeté un coup d'œil dehors nerveusement. La tempête arrive vite, a-t-il dit. Vous devriez rentrer vite. Maison. J'ai hoché la tête et j'ai rangé mes achats dans ma veste. Le trajet de retour au refuge prendrait environ 15 minutes si je me dépêchais, mais je n'y suis jamais arrivé. À mi-chemin, le ciel s'est ouvert, pas la pluie douce qui avait menacé toute la journée, mais une averse torrentielle qui a trempé ma veste en quelques secondes. Le vent est devenu vicieux, projetant des débris dans la rue et rendant difficile de voir à plus de quelques mètres devant. Je me suis réfugié dans une porte pour attendre que ça passe. Mais la tempête n'a fait qu'empirer. La foudre a fendu le ciel, suivi immédiatement par le tonnerre, si fort que ça me faisait mal aux dents. Ce n'était pas une tempête qui passerait en quelques minutes. C'était le genre de temps qui pouvait vous tuer si vous ne faisiez pas attention. C'est alors que je l'ai entendu, un son qui a traversé le vent hurlant et la pluie battante, des pleurs, pas les lamentations de la tempête, mais des pleurs humains, les pleurs d'un enfant. J'ai regardé dans la pluie, essayant de localiser la source. Là, caché derrière une rangée de poubelles dans l'allée à côté d'un restaurant fermé, se trouvait une petite silhouette, une petite fille, peut-être 7 ou 8 ans, trempée jusqu'aux os et grelottant violemment. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru. Chérie, ai-je crié, ma voix à peine audible au-dessus de la tempête. Chérie, que fais-tu dehors? L'enfant m'a regardé avec d'énormes yeux bruns remplis de terreur. Elle était petite pour son âge avec des cheveux noirs emmêlés collés à sa tête et des vêtements qui avaient été chers mais qui étaient maintenant déchirés et boueux. Je suis perdue, a-t-elle murmuré, les dents claquant si fort qu'elle pouvait à peine parler. Je ne trouve pas mon papa. Oh, ma chérie. Je me suis agenouillé à côté d'elle, me fichant que l'eau de l'allée ait immédiatement trempé mon pantalon. Depuis combien de temps es-tu dehors? Depuis ce matin. Je pense. Peut-être hier. Je ne sais pas. Mon cœur s'est brisé. Cette minuscule chose était seule dans la tempête depuis des heures, peut-être plus longtemps. Comment t'appelles-tu? Charlotte, a-t-elle réussi à dire entre les claquements de dents. Charlotte Elisabeth. Eh bien, Charlotte Elisabeth, je m'appelle Gretchen, et nous devons te mettre en sécurité tout de suite. Mais alors que je regardais autour de moi, j'ai réalisé que nos options étaient limitées. Le restaurant derrière nous était fermé, sa porte de sécurité en métal abaissée. Les autres bâtiments de ce pâté de maison étaient principalement des bureaux, également fermés. Le refuge était encore à 6 pâtés de maison, et il était impossible pour cette petite fille de faire cette marche par ce temps. Puis je me suis souvenu du dépanneur ouvert 24 heures sur 24 que nous avions croisé. Ce n'était pas idéal, mais ce serait chaud et sec. Peux-tu marcher? Ai-je demandé à Charlotte. Elle a hoché la tête, bien que je puisse voir qu'elle était épuisée et probablement en état de choc léger. J'ai enlevé ma veste, l'enroulant autour de ses petites épaules, même si cela me laissait juste avec un fin pull. Tiens-toi à moi, lui ai-je dit. Ne lâche pas, quoi qu'il arrive. Les 3 pâtés de maison jusqu'au dépanneur ont semblé être 3 miles. Le vent n'arrêtait pas d'essayer de nous faire tomber, et la pluie tombait en nappes si épaisses que nous pouvions à peine voir. J'ai gardé un bras autour de Charlotte et j'ai utilisé l'autre pour nous guider le long des devantures de magasins et des voitures stationnées. Au moment où nous avons trébuché à travers les portes du magasin, nous étions toutes les deux trempées et tremblantes. Le commis, un autre que tout à l'heure, a levé les yeux de son magazine avec inquiétude. Bon sang, madame, vous ne devriez pas être dehors par ce temps avec un enfant. Je sais, ai-je dit, l'eau dégoulinant de mes cheveux. Nous avons été prises dans la tempête. Le magasin était merveilleusement chaud avec des lumières fluorescentes qui semblaient incroyablement brillantes après la tempête sombre à l'extérieur. Charlotte est restée collée contre moi, sa petite main serrant mon pull. J'ai regardé autour du magasin, calculant. Il me restait 2,67 $. Charlotte avait besoin de vêtements secs, ou du moins de quelque chose pour l'aider à se réchauffer. Elle avait besoin de nourriture. Elle avait probablement besoin de soins médicaux, mais cela devrait attendre que la tempête passe. Dans la section des vêtements, j'ai trouvé les options les moins chères, un t-shirt pour enfants avec un personnage de dessin animé pour 3,99 $ et un petit paquet de chaussettes pour 2,50 $. Les deux étaient trop chers pour mon budget, mais je ne pouvais pas laisser cet enfant dans des vêtements mouillés. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je me suis approché du commis avec le t-shirt, les chaussettes, un petit sac de biscuits et une bouteille d'eau. Combien pour tout ça?
Il a scanné le tout. 9,47 $. J'avais 2,67 $. Mais dans mon autre poche, j'avais autre chose, le billet d'urgence de 20 $ que j'avais caché il y a des semaines, mon dernier filet de sécurité, de l'argent que j'avais juré d'économiser pour une véritable urgence. En regardant Charlotte, les lèvres bleues et tremblantes, je savais que cela en était une. Tenez, ai-je dit en sortant les 20 $. Le commis m'a rendu ma monnaie, 10,53 $. Combiné avec ce que j'avais déjà, cela me laissait avec un total de 13,20 $, plus que ce que j'avais eu toute la journée. Dans la petite salle de bain du magasin, j'ai aidé Charlotte à mettre le t-shirt sec. Ses vêtements en dessous étaient trempés, mais au moins la couche extérieure était chaude maintenant. J'ai utilisé des serviettes en papier pour lui sécher les cheveux autant que possible et je l'ai aidé à mettre les chaussettes propres. Mieux, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Et pour la première fois depuis que je l'avais trouvée, elle a souri légèrement. Merci. Nous nous sommes installés dans un coin du magasin avec les biscuits et l'eau. Charlotte a mangé comme si elle n'avait pas vu de nourriture depuis des jours, ce qui m'a fait me demander exactement combien de temps elle avait disparu. Charlotte, où habites-tu, ai-je demandé doucement. Dans une grande maison, a-t-elle dit la bouche pleine de biscuits, avec beaucoup de fenêtres et un grand jardin. Te souviens-tu de ton adresse? Elle a secoué la tête. Papa dit que je ne suis pas censé dire à des inconnus où j'habite. Fille intelligente et père intelligent, mais cela compliquait la recherche de sa famille. Qu'en est-il du nom de ton papa? Son nom complet. Marcus, a-t-elle dit immédiatement. Marcus Wellington. Le nom ne me disait rien, mais je l'ai enregistré. Ton papa a-t-il un numéro de téléphone dont tu te souviens? Encore une fois, elle a secoué la tête. Je ne suis pas censé me souvenir des chiffres non plus, mais j'étais à l'école, et puis il y avait ces hommes. Sa voix s'est éteinte, et j'ai vu la peur revenir dans ses yeux. Quels hommes, ma chérie? Ils ont dit qu'ils connaissaient mon papa. Ils ont dit que je devais venir avec eux. Mais ils étaient méchants, et ils m'ont fait peur, alors je me suis enfui. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas seulement un enfant perdu. C'était quelque chose de bien plus grave. Charlotte, quand est-ce arrivé? Quand les hommes ont-ils essayé de t'emmener? Il y a 3 jours, peut-être 4. Je me cache depuis 3 ou 4 jours. Cette petite fille survivait dans la rue depuis près d'une semaine, se cachant de ce qui semblait être des ravisseurs. Comment personne ne l'avait-il trouvée? Comment n'y avait-il pas eu d'alerte Amber, pas de recherche policière? À moins qu'il n'y en ait eu, et que je ne les ai tout simplement pas vus. En vivant au refuge, je n'avais pas accès régulièrement aux nouvelles ou aux médias sociaux. Nous devons appeler la police, lui ai-je dit doucement. La réaction de Charlotte a été immédiate et terrifiante. Elle a attrapé mon bras avec les 2 mains, les yeux écarquillés de panique. Non, pas la police. Les hommes ont dit que si j'appelais la police, ils feraient du mal à mon papa. Ma chérie, la police est du bon côté. Ils aident à retrouver les enfants perdus. Non, a-t-elle dit à nouveau, les larmes commençant à couler. S'il te plaît, ne les appelle pas. S'il te plaît. Je l'ai serrée dans mes bras alors qu'elle pleurait, sentant son minuscule corps trembler de peur. Quoi qu'il lui soit arrivé, quoi que ces hommes lui aient dit, elle était véritablement terrifiée à l'idée d'impliquer les autorités. La tempête faisait rage à l'extérieur. À travers les fenêtres du magasin, je pouvais voir les arbres se plier presque horizontalement dans le vent. Les lignes électriques étincelaient et se balançaient dangereusement. Ce n'était pas une tempête ordinaire. D'accord, ai-je dit finalement. Pas de police ce soir, mais Charlotte, nous devons trouver ton papa d'une manière ou d'une autre. Elle a hoché la tête, essuyant son nez sur sa manche. Il me cherche probablement. J'en suis sûr. Nous avons passé les 4 heures suivantes dans ce dépanneur. Le commis, qui s'appelait Danny, s'est avéré être bon cœur sous son apparence bourrue. Quand il a réalisé ce qui se passait, il a cessé de me faire payer pour le chocolat chaud de la machine et nous a laissé rester aussi longtemps que nous en avions besoin. Une tempête comme ça, personne ne devrait être dehors, a-t-il dit. Vous pouvez attendre ici jusqu'à ce qu'elle passe. Vers minuit, le pire du temps s'est finalement éloigné. La pluie a diminué pour devenir une bruine constante, et le vent est tombé suffisamment pour que nous puissions nous entendre penser. Nous devrions essayer de trouver un endroit sûr pour que tu dormes, ai-je dit à Charlotte. Demain,
nous allons trouver comment retrouver ton papa. Mais où pourrions-nous aller? Je ne pouvais pas l'amener au refuge. Ils avaient des politiques strictes concernant les enfants, et d'ailleurs, ce n'était pas sûr pour une petite fille là-bas. Les hôtels étaient hors de question avec mes fonds limités. Je connais un endroit, a dit Charlotte doucement. Il y a un parc pas loin d'ici. Il a un kiosque avec un toit. L'idée de passer la nuit dans un parc avec un enfant m'a retourné l'estomac. Mais quel choix avions-nous? Alors que nous nous préparions à quitter le magasin, Danny nous a appelés. Et, attendez. Il s'est approché avec un sac en plastique. Prenez ça, a-t-il dit en me tendant le sac. À l'intérieur, il y avait des barres granola, de l'eau en bouteille et une petite couverture de la section camping du magasin. Je ne peux pas payer pour ça, lui ai-je dit. Je ne vous ai pas demandé de le faire, a-t-il répondu. L'enfant a besoin de manger. Dehors, l'air était propre et frais après la tempête. Des débris jonchaient les rues, des branches d'arbres, des ordures éparpillées, du verre brisé. Mais le pire était passé. Charlotte m'a conduite à travers plusieurs pâtés de maisons jusqu'à un petit parc de quartier. Le kiosque dont elle avait parlé était vieux mais solide avec un toit solide et des murs partiels qui offriraient une certaine protection contre le vent. J'ai étalé la couverture et nous nous sommes blottis l'une contre l'autre. Charlotte s'est recroquevillée contre moi comme un petit chat en quête de chaleur. Gretchen, a-t-elle dit doucement dans l'obscurité. Oui, mon ange, êtes-vous mon ange gardien? La question m'a pris au dépourvu. Me voilà, une femme sans abri avec 13 $ en poche, et cet enfant précieux me voyait comme sa protectrice. Je suis juste quelqu'un qui se soucie de toi, dis-je. Papa disait toujours que les anges gardiens viennent quand on a le plus besoin d'eux. Je la serrai plus fort, cette belle et courageuse petite fille qui avait tant traversé. Alors peut-être que je le suis. Alors que la respiration de Charlotte se calmait dans son sommeil, j'ai regardé le plafond du belvédère et me suis demandé ce que demain apporterait. Je n'avais aucune idée qu'en moins de 72 heures, 17 voitures noires s'arrêteraient devant le refuge et que ma vie changerait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. 3 jours se sont écoulés dans un flou de survie prudente et d'attachement croissant. Charlotte et moi avions établi une sorte de routine, les matins au dépanneur où Danny nous laissait utiliser les toilettes et acheter des provisions minimales, les après-midi au parc quand le temps le permettait, et les nuits de retour au belvédère, ou parfois dans la laverie automatique ouverte 24 heures sur 24 quand il faisait trop froid. J'étais émerveillé par la résilience de Charlotte. Malgré tout ce qu'elle avait vécu, elle gardait une humeur ensoleillée la plupart du temps. Elle me racontait des histoires sur sa vie, des fragments qui brossaient un tableau de richesse et de privilèges que je pouvais à peine imaginer, une maison avec 12 chambres, une piscine en forme de papillon, des chevaux dans une écurie derrière la résidence principale. Papa voyage beaucoup pour le travail, expliqua-t-elle alors que nous partagions un sac de crackers lors de notre 3e matinée ensemble. Parfois, je ne le vois pas pendant des semaines, mais quand il rentre à la maison, nous prenons le thé dans le jardin. Quel genre de travail fait ton papa? Demandai-je, bien que je ne sois pas sûr qu'elle comprenne la réponse, même si elle la connaissait. Il fait que les choses arrivent, dit Charlotte, des choses vraiment importantes. C'est pourquoi les méchants voulaient m'emmener pour lui faire ce qu'il voulait. Plus elle parlait, plus j'étais convaincu que son père était quelqu'un d'important, assez riche pour être une cible d'enlèvement, assez important pour que des criminels professionnels risquent de prendre son enfant. Mais si c'était vrai, pourquoi n'avais-je vu aucune couverture médiatique? Pourquoi n'y avait-il pas de groupe de recherche, d'alerte de police, d'implication du FBI? Le mardi après-midi, alors que nous étions assises dans le parc à regarder les pigeons se battre pour des miettes de pain que j'avais achetées avec mes fonds en diminution, Charlotte attrapa soudainement mon bras. Gretchen, chuchota-t-elle, la voix serrée par la peur. Cette voiture, elle était déjà là avant. Je suivis son regard vers une berline noire garée de l'autre côté de la rue. Les vitres étaient trop teintées pour voir à l'intérieur, et elle était là depuis environ 20 minutes. Tu es sûr? Demandai-je, essayant de garder ma voix calme. Charlotte acquiesça, se rapprochant de moi. Hier quand nous étions au magasin et l'avant-veille près du belvédère. Mon rythme cardiaque s'accéléra. Si quelqu'un nous surveillait, si les ravisseurs avaient retrouvé Charlotte, nous étions en grave danger. Une femme de 65 ans et une petite enfant ne faisaient pas le poids face à des criminels professionnels. Nous allons nous éloigner très calmement, lui dis-je doucement. Comme si nous allions quelque part de normal. Ne regarde pas la voiture. Nous avons rassemblé nos quelques affaires et avons commencé à marcher plus profondément dans le parc vers la ligne d'arbres où nous pourrions disparaître si nécessaire.
Derrière nous, j'ai entendu une portière de voiture claquer. Ils nous suivent, gémit Charlotte. J'ai accéléré le pas, mon esprit s'emballant. Il y avait un centre commercial à environ 6 pâtés de maisons, beaucoup de monde et des caméras de sécurité si nous pouvions y arriver. Excusez-moi. La voix derrière nous était masculine, autoritaire. Je ne me suis pas retourné. Madame, veuillez vous arrêter. J'ai attrapé la main de Charlotte et j'ai commencé à courir. Elle suivait étonnamment bien pour une si petite enfant, mais je pouvais entendre des pas nous rattraper. Nous n'allons pas vous faire de mal, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disaient tous. Nous avons fait peut-être 2 pâtés de maison avant qu'une deuxième voiture noire n'apparaisse à l'intersection devant nous. Puis une troisième est venue de notre gauche. Nous étions encerclés. Des hommes en costume sombre sont sortis des véhicules. Pas les criminels grossiers que j'avais attendus, mais des professionnels en vêtements coûteux avec des oreillettes et le genre d'attitude qui suggérait des antécédents militaires ou policiers. J'ai tiré Charlotte derrière moi, mon cœur battant à tout rompre. Restez en arrière, criai-je. J'ai appelé la police. C'était un mensonge, mais peut-être qu'ils le croiraient. L'un des hommes, plus âgé que les autres, avec des cheveux grisonnants et des yeux gentils, s'avança avec les mains visibles. Madame, mon nom est agent Richard. Nous ne sommes pas ici pour blesser qui que ce soit. Nous recherchons Charlotte Wellington. La prise de Charlotte sur ma main se resserra. C'est ton nom de famille, mon ange, demandai-je doucement. Elle acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Mais il pourrait mentir. Les méchants pourraient faire semblant. L'agent Richard sembla comprendre sa peur. Charlotte, ma puce, tu te souviens de la chanson que ton papa te chantait quand tu n'arrivais pas à dormir? Celle sur le moqueur? Les yeux de Charlotte s'écarquillèrent. Comment le savez-vous? Parce que ton papa me l'a dit. Il te cherche depuis 6 jours, mon ange. Il est très inquiet. Papa me cherche vraiment? Oui, et il est juste là. Richard parla dans son oreillette, et quelques instants plus tard, la voiture la plus chère que j'ai jamais vue s'arrêta près du trottoir. Non seulement chère, extraordinaire. Une Rolls-Royce qui coûtait probablement plus que ce que j'avais gagné en 5 ans. L'homme qui en sortit me coupa le souffle. Il était grand, peut-être un M90, avec des cheveux foncés argentés aux tempes, et le genre de présence qui commandait l'attention sans effort. Son costume coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, et tout en lui criait puissance et richesse. Mais quand il a vu Charlotte, tout cela a disparu. Charlotte, papa. Elle s'éloigna de moi et courut vers lui, se lançant dans ses bras. Il l'attrapa et la serra comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, son visage enfoui dans ses cheveux alors que ses épaules tremblaient d'émotion. Dieu merci, murmura-t-il, la voix brisée. Dieu merci, tu es en sécurité. Je suis resté là à regarder ces retrouvailles, soudainement très consciente de ma propre apparence. Mes cheveux étaient non lavés, mes vêtements étaient les mêmes que je portais depuis 3 jours, et je sentais probablement l'odeur de la laverie automatique où nous avions passé la nuit dernière. Après plusieurs minutes, l'homme, le père de Charlotte, la fit asseoir, mais garda une main sur son épaule en me regardant. Vous êtes la femme qui a pris soin de ma fille. Ce n'était pas une question. Ses yeux m'étudiaient intensément, et j'avais le sentiment inconfortable qu'il pouvait voir directement dans mon âme. Oui, je l'ai trouvée pendant la tempête. Elle avait peur et était seule. Il s'approcha, et j'ai instinctivement reculé d'un pas, non pas par peur, mais à cause de l'intensité accablante de sa présence. L'agent Richard m'a dit ce que son équipe a observé. Vous l'avez protégée pendant 3 jours, vous l'avez nourrie, vous l'avez gardée en sécurité, vous êtes resté avec elle. J'acquiesçai, ne sachant pas quoi dire d'autre. Quel est votre nom? Gretchen. Gretchen Patterson. Gretchen Patterson. Il le répéta comme s'il le mémorisait. Mon nom est Marcus Wellington. Le nom ne signifiait toujours rien pour moi, mais il était clair qu'il aurait dû. L'agent Richard et les autres hommes surveillaient notre interaction avec le genre d'attention réservé aux moments importants. Charlotte m'a dit ce que vous avez fait pour elle, continua Marcus, comment vous avez dépensé votre dernier argent pour lui acheter des vêtements secs et de la nourriture, comment vous l'avez protégée des personnes dont elle avait peur. Toute personne décente aurait fait la même chose. Quelque chose changea dans son expression. Non, Gretchen. La plupart des gens auraient appelé les autorités immédiatement et auraient continué leur vie.
Vous vous êtes rendu responsable de l'enfant d'une inconnue. Charlotte tira sur la manche de son père. Papa, Gretchen n'a pas de maison. Elle a dormi dehors avec moi. L'attention de Marcus s'aiguisa. Vous êtes sans abri? Je sentis la chaleur monter à mes joues. C'est temporaire. Je me remets sur pied. Pourquoi? La question était directe, presque abrupte. Je n'étais pas sûr de savoir comment répondre sans expliquer toute mon histoire. Les circonstances de la vie, dis-je finalement. Marcus m'étudia encore un long moment, puis parla à l'agent Richard. Je veux une vérification complète des antécédents dans les 2 heures. Tout, historique financier, casier judiciaire, dossiers médicaux, historique d'emploi, situation familiale, tout. Monsieur, ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est très nécessaire. Le ton de Marcus n'admettait aucune discussion. Cette femme s'occupe de ma fille depuis 3 jours. J'ai besoin de savoir qui elle est. Je sentis un éclair d'indignation. Je n'ai pas besoin de votre enquête. Je ne vous demande rien. Peut-être pas, dit Marcus. Mais je vous demande quelque chose. Quoi? J'aimerais que vous veniez avec nous. Charlotte ne veut pas vous lâcher d'une semelle. Et franchement, moi non plus, du moins jusqu'à ce que je puisse vous remercier correctement pour ce que vous avez fait. Charlotte attrapa immédiatement ma main. S'il te plaît, Gretchen, ne me quitte pas. Mon ange, tu es en sécurité maintenant. Tu es avec ton papa. Mais je veux que tu viennes aussi. S'il te plaît. Je regardais le visage suppliant de Charlotte et l'expression illisible de son père. Je ne pense pas que ce soit approprié. Vous avez retrouvé votre fille. C'est ce qui compte. Monte dans la voiture, Gretchen. Ce n'était pas une demande. Marcus Wellington était peut-être reconnaissant, mais il était clairement un homme habitué à être obéi. Je préférerais ne pas. Je crains de devoir insister. L'agent Richard s'approcha. Madame, Monsieur Wellington veut juste assurer votre sécurité. Vous avez été exposé à une situation dangereuse en aidant Charlotte jusqu'à ce que nous soyons certains que la menace a été neutralisée. Vous pourriez être en danger. Cette possibilité ne m'avait pas traversé l'esprit. Si les ravisseurs nous avaient surveillés, s'ils m'avaient vu avec Charlotte, je pourrais effectivement être en danger. Pendant combien de temps? 24 heures, dit Marcus. Donnez-moi 24 heures pour débriefing Charlotte, gérer la situation de sécurité et trouver comment vous remercier correctement. Ensuite, si vous voulez partir, vous êtes libre de le faire. Charlotte tenait toujours ma main, me regardant avec ses énormes yeux marrons. S'il te plaît, Gretchen, j'ai peur sans toi. Et cela a décidé de tout. L'intérieur de la Rolls-Royce ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vécu, des sièges en cuir plus doux que la plupart des lits, une climatisation qui faisait ressentir l'air comme une douce brise printanière, et suffisamment d'espace pour que Charlotte et moi puissions nous asseoir confortablement pendant que Marcus était assis en face de nous. Où allons-nous? Demandai-je. Quelque part en sécurité, répondit Marcus, mais il regardait Charlotte, pas moi. Ma puce, j'ai besoin que tu me racontes tout ce qui s'est passé, à commencer par le jour où tu as disparu. Charlotte se lança dans son histoire, et pendant qu'elle parlait, j'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Elle avait été enlevée de son école privée par 2 hommes prétendant être des amis de son père. Ils l'avaient retenue dans un entrepôt abandonné pendant 2 jours, attendant que Marcus se conforme à une certaine demande qu'ils avaient faite. Que voulait-il de vous? Demandai-je. Marcus, sa mâchoire se serra. L'accès à certains contrats gouvernementaux, des informations qui pourraient valoir des centaines de millions de dollars pour les bonnes personnes. Et vous avez refusé. Je ne pouvais pas leur donner ce qu'ils voulaient, même si je l'avais voulu. Les informations n'existent pas de la façon dont ils le pensaient, alors ils ont juste gardé Charlotte. Ils attendaient que je change d'avis. Ce sur quoi ils ne comptaient pas, c'est que Charlotte soit assez ingénieuse pour s'échapper. Je regardais la petite fille avec un nouveau respect. Elle s'était non seulement échappée à des ravisseurs professionnels, mais avait survécu dans les rues pendant près d'1 semaine. Comment t'es-tu enfui, mon ange? Ils m'ont laissé seul pendant quelques minutes, dit Charlotte. La corde n'était pas attachée très serrée, et il y avait une planche lâche dans le mur. Je me suis tortillé et j'ai couru. Marcus ferma brièvement les yeux, et je pouvais voir la douleur sur son visage alors qu'il imaginait sa fille dans cette situation. La voiture tourna à travers d'énormes portails en fer,
et j'eus mon premier aperçu du domaine Wellington. L'appeler une maison aurait été comme appeler l'océan un étang. Le manoir s'étendait sur ce qui devait faire au moins 20 hectares avec des jardins manucurés, des fontaines et des dépendances qui étaient plus grandes que la plupart des maisons des gens. La résidence principale ressemblait à quelque chose tiré d'un conte de fées européen, toutes les tours de pierre et les arches gracieuses. « C'est là que tu habites ?» demandai-je à Charlotte. Elle acquiesça comme si c'était parfaitement normal. « Tu veux voir ma chambre ? Elle a un balcon qui donne sur les écuries. » Alors que nous nous arrêtions devant l'entrée principale, des membres du personnel sont sortis pour nous accueillir. Pas seulement un majordome ou une gouvernante, mais ce qui semblait être une petite armée de personnes dont le travail était apparemment de prendre soin de la famille Wellington. Marcus aida Charlotte à sortir de la voiture, puis m'offrit sa main. J'hésitais avant de la prendre, pleinement consciente du contraste entre ses doigts manucurés et mes propres mains usées. « Madame Patterson, dit-il alors que nous marchions vers l'entrée, avant d'entrer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, ce qui est arrivé à Charlotte, ce que vous avez fait pour elle, ça change les choses. Je ne sais pas exactement comment encore, mais ça change les choses. » Je n'étais pas sûr de ce qu'il voulait dire, mais quelque chose dans son ton me faisait penser que mes 24 heures au domaine Wellington allaient être bien plus compliquées que je ne l'avais prévu. Je n'avais jamais imaginé qu'une douche puisse ressembler à une expérience religieuse. La suite d'invités que Marcus m'avait attribuée était plus grande que tout l'appartement que j'avais partagé avec Damon. La salle de bain seule était plus grande que la plupart des chambres à coucher avec des surfaces en marbre, des accessoires en or et une douche qui avait plus de boutons et de réglages qu'un panneau de commande de vaisseau spatial. Alors que l'eau chaude me tombait dessus de ce qui ressemblait à une douzaine d'angles différents, j'essayais de traiter tout ce qui s'était passé au cours des 6 dernières heures. Après être arrivé au domaine, Marcus avait disparu dans ce que je supposais être une série d'appels téléphoniques importants pendant que Charlotte me faisait visiter son aile de la maison. Sa chambre était en effet immense avec un lit à baldaquin, un coin lecture avec des bibliothèques du sol au plafond et des portes-fenêtres qui donnaient sur un balcon donnant sur les écuries, comme elle l'avait mentionné. « C'est ici que je prends le thé quand papa est à la maison, expliqua-t-elle, me montrant une petite table dressée avec de délicates tasses en porcelaine. Voulez-vous en prendre un avec moi plus tard ? J'adorerais ça, mon ange. » L'enthousiasme de Charlotte était contagieux, mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que je n'avais pas ma place dans ce monde de sol en marbre et de lustre en cristal. J'étais une invitée temporaire, quelqu'un qui avait aidé pendant une crise, mais qui retournerait bientôt à la réalité du refuge pour sans-abri et de mes $7 restants. Un léger coup à la porte de la salle de bain interrompit mes pensées. Madame Patterson, c'était une voix de femme, inconnue, mais gentille. « Je suis Elisabeth, la gouvernante. J'ai laissé des vêtements pour vous sur le lit. Il devrait vous aller raisonnablement bien. » Merci, répondis-je, bien que je n'ai pas demandé de vêtements. Quand je suis sorti de la douche, j'ai trouvé une tenue posée qui coûtait probablement plus que ce que j'avais gagné en un mois à mon ancien travail, un pull en cachemire doux et un pantalon bleu pâle bien coupé, et des sous-vêtements qui avaient encore des étiquettes de prix. Même les chaussures étaient là, des ballerines confortables exactement à ma taille. Comment avait-il connu mes mesures ? La réponse vint alors que je m'habillais. Par les fenêtres de la suite, je pouvais voir une équipe de personnes travaillant dans les jardins en contrebas. Pas des jardiniers, mais des hommes en costume qui se déplaçaient avec la même précision que l'agent Richard et son équipe. Marcus ne m'avait pas seulement amené ici pour le confort de Charlotte. Il était vraiment préoccupé par ma sécurité, et cela suggérait des ressources bien au-delà de ce que j'avais initialement réalisé. Un léger coup à la porte principale interrompit mes pensées. « Entrez, appelai-je. » Elisabeth entra avec un sourire chaleureux. Elle avait peut-être 50 ans, avec des cheveux bruns grisonnants et le genre de manière efficace qui suggérait qu'elle gérait des foyers riches depuis des décennies. « Comment vous sentez-vous, ma chère ?» demanda-t-elle, me regardant avec approbation. « Beaucoup mieux, j'imagine. Les vêtements sont magnifiques, mais je ne peux pas les accepter. Je n'ai aucun moyen de vous rembourser. » Le sourire d'Elisabeth ne vacilla pas, c'est un cadeau de Monsieur Wellington. Il a spécifiquement demandé que vous ayez tout ce dont vous pourriez avoir besoin pendant votre séjour. Je ne reste que 24 heures. Bien sûr, convint Elisabeth, bien que quelque chose dans son ton suggéra qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Monsieur Wellington aimerait vous voir dans son bureau quand vous serez prête. Charlotte dîne et prend ensuite un bain. Elle a vécu une sacrée épreuve. Le bureau était exactement ce à quoi je m'attendais de la part d'un homme comme Marcus Wellington, des boiseries sombres,
des livres reliés en cuir et des meubles qui semblaient avoir été fabriqués par des maîtres artisans. Marcus lui-même était assis derrière un bureau massif, portant toujours son costume coûteux, mais avec sa cravate desserrée et ses manches retroussées. Il leva les yeux quand j'entrai, et quelque chose vacilla dans son expression. « Vous avez l'air reposé. »« Je me sens à nouveau humaine, admis-je. »« Merci pour les vêtements, mais je ne peux pas les accepter. Nous en discuterons plus tard. » Il fit un geste vers une chaise en face de son bureau. « Veuillez vous asseoir. Nous devons parler. » Je m'installai dans la chaise, qui était plus confortable qu'elle n'y paraissait. « De quoi ? » ?»« De vous. » Marcus se pencha en arrière, m'étudiant avec ses yeux intenses. « J'ai fait faire par mes employés la vérification des antécédents que j'ai mentionnés. Je connais le divorce, les factures médicales, la trahison de votre mari. Je connais votre entreprise, ce que vous avez sacrifié et comment vous avez fini au refuge. La chaleur envahit mes joues. L'idée que des inconnus enquêtent sur ma vie personnelle, découvrent mes échecs et mes humiliations, me fit sentir exposé et vulnérable. Vous n'aviez pas le droit. J'avais tous les droits, interrompit Marcus avec douceur. Une inconnue a passé 3 jours à s'occuper de ma fille dans des circonstances qui auraient pu être dangereuses pour les deux. J'avais besoin de savoir qui vous êtes. Et quelle conclusion en avez-vous tiré ? Que vous êtes exactement ce que vous sembliez être, une femme qui a reçu une série de mauvaises cartes, mais qui a quand même choisi d'aider un enfant effrayé avec le dernier argent qu'elle avait. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Marcus se pencha en avant, son expression devenant plus sérieuse. Gretchen, je veux vous faire une offre. Quel genre d'offre ? J'ai besoin de quelqu'un pour aider avec Charlotte, quelqu'un en qui elle a confiance, quelqu'un qui comprend ce qu'elle a vécu. Il fit une pause. Je voyage fréquemment pour affaires, parfois pendant des semaines. Charlotte a des nounous et des tuteurs, mais ce qu'elle n'a pas, c'est quelqu'un qui se soucie vraiment de son bien-être. Elle vous a quand je suis là, oui, mais je ne suis pas assez là. Il y avait de la douleur dans sa voix, la culpabilité d'un père qui savait que son travail l'éloignait de sa fille. Ce qui s'est passé cette semaine m'a fait réaliser que Charlotte a besoin de plus de stabilité dans sa vie, de plus de cohérence. Qu'est-ce que vous suggérez exactement ? Je vous offre un poste de compagne de Charlotte. Pas une nounou. Elle est trop vieille pour ça. Mais quelqu'un qui serait responsable de son bien-être émotionnel quand je voyage, quelqu'un qui vivrait ici, ferait partie de sa vie quotidienne. Je le fixais. Vous voulez que je vienne vivre ici ? Le poste est assorti d'un salaire de $200 000 par an, plus des avantages sociaux complets, le logement, les repas et une généreuse note de frais pour tout ce dont Charlotte pourrait avoir besoin. $200 000. J'ai essayé de traiter ce chiffre. C'était plus d'argent que je n'avais jamais rêvé de gagner. De plus, continua Marcus, il y aurait une prime à la signature de $50 000 pour vous aider à vous remettre sur pied. C'est insensé, dis-je doucement. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas si je suis qualifié pour m'occuper d'un enfant. Je sais que vous avez passé 3 jours à la protéger alors que vous n'aviez rien à gagner et tout à perdre. Je sais que vous lui avez donné vos 20 derniers dollars alors que vous étiez vous-même sans abri. Je sais qu'elle se sent en sécurité avec vous d'une manière qu'elle n'a ressentie avec personne depuis la mort de sa mère. Sa mère est morte. L'expression de Marcus devint distante. Un cancer quand Charlotte avait 5 ans. Il n'y a que nous deux depuis, et je n'ai pas fait un aussi bon travail que j'aurais dû. Je compris alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'embaucher de l'aide. Il s'agissait d'un père qui savait qu'il manquait à ses devoirs envers sa fille et qui avait trouvé quelqu'un qui pouvait combler un vide qu'il ne pouvait pas combler lui-même. Pourquoi moi, demandai-je. Vous pourriez embaucher n'importe qui, quelqu'un avec des références, de l'expérience avec des familles riches. Charlotte n'a pas facilement confiance, dit Marcus. Elle a trop vécu, mais elle vous fait confiance. Cela vaut plus que toutes les références. Je pensais à la petite main de Charlotte dans la mienne pendant la tempête, à la façon dont elle s'était blottie contre moi dans le belvédère, à la façon dont elle m'avait appelé son ange gardien. J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela. Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais avant que je puisse répondre, Elisabeth apparut dans l'embrasure de la porte. Je suis désolé de vous interrompre, M. Wellington, mais il y a une situation au portail d'entrée. Marcus fronça les sourcils. Quel genre de situation ? Un homme prétendant être le mari de Madame Patterson. Il insiste beaucoup pour la voir.
Mon estomac se noie. Damon, vous n'avez pas à le voir, dit Marcus immédiatement. La sécurité peut le faire sortir de la propriété. Mais j'étais déjà debout. Non, je vais lui parler. J'ai besoin de savoir ce qu'il veut. L'expression de Marcus se durcit. Alors je viens avec vous. Le portail d'entrée se trouvait à un quart de mille de la maison principale, mais nous pouvions entendre la voix de Damon même à cette distance. Il criait sur l'agent de sécurité, exigeant qu'on le laisse entrer, menaçant d'appeler la police. Alors que notre voiture approchait, je pouvais le voir clairement pour la première fois depuis le divorce. Il avait l'air plus vieux, plus mince, et il y avait quelque chose de désespéré dans sa posture que je n'avais jamais vu auparavant. Au moment où il m'a vu, toute son attitude a changé. Gretchen. Il s'est précipité vers la voiture alors que je sortais. Dieu merci, je t'ai trouvé. Que fais-tu ici, Damon? Comment as-tu su où j'étais? Ça n'a pas d'importance. Je t'ai cherché partout. Il a tendu la main vers mes mains, mais j'ai reculé. Gretchen, j'ai fait une terrible erreur. La pire erreur de ma vie. De quoi parles-tu? Sarah, le divorce, tout ça. J'étais fou, Gretchen. Le cancer, le traitement, ça a affecté mon jugement. Je ne pensais pas clairement. J'ai pris conscience de la présence de Marcus se tenant légèrement derrière moi et du personnel de sécurité positionné discrètement autour de nous. Quoi qu'il allait se passer, il allait y avoir un public. Tu semblais assez clair quand tu as demandé le divorce, ai-je dit. J'avais peur, a poursuivi Damon, sa voix prenant un ton suppliant que je n'avais jamais entendu auparavant. Peur de mourir, peur d'être un fardeau. Je pensais que si je te repoussais, ce serait plus facile pour tout le monde. En ayant une liaison. Damon a eu la grâce d'avoir l'air honteux. C'était une erreur. Une énorme erreur, Sarah. Elle a profité de moi quand j'étais vulnérable. A profité. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Damon, tu m'as laissé sans abri. Tu as jeté 42 ans de mariage pour une femme assez jeune pour être ta fille. Je sais, dit-il désespérément. Et je l'ai regretté chaque jour depuis que Sarah m'a quitté, Gretchen. 2 semaines après que le divorce ait été prononcé, elle a pris la moitié de tout ce que j'avais et a déménagé en Floride avec un autre homme. Alors c'était ça. Damon n'était pas là parce que je lui manquais ou parce qu'il avait réalisé ce qu'il avait perdu. Il était là parce que sa jeune petite amie lui avait pris tout ce qu'il valait. Je suis désolé que ce soit arrivé, ai-je dit. Et j'ai été surprise de constater que je le pensais. Mais ça ne change rien entre nous. Ça change tout. Damon s'est approché, ignorant complètement la présence de Marcus. On peut recommencer, Gretchen. On peut se remarier. Revenir à ce que c'était. Ce que c'était, ai-je répété. Damon, j'ai vendu mon entreprise pour te sauver la vie. J'ai vendu notre maison. J'ai tout abandonné pour toi. Et dès que tu as été guéri, tu m'as jeté comme un déchet. J'avais tort. Tu étais égoïste et cruel, et tu m'as laissé sans rien. Mais regarde-toi maintenant. Damon a fait un geste vers la maison derrière nous. Tu t'en es évidemment bien sorti. Tu as trouvé un homme riche pour prendre soin de toi. L'implication dans ces mots, la supposition désinvolte que j'étais une sorte de chercheuse d'or, m'a frappé comme un coup physique. Tu ne sais rien de ma situation, ai-je dit calmement. Je sais que tu ne vis plus dans un refuge. Le ton de Damon devenait plus agressif. Je sais que tu portes des vêtements qui coûtent plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Je sais que tu es manifestement passé à autre chose assez rapidement pour une femme qui prétendait m'aimer. Prétendait t'aimer. Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'avais prévu. Je t'ai donné toute ma vie, Damon. J'ai sacrifié mes rêves, ma sécurité, mon avenir pour toi, et tu m'as remercié en m'abandonnant au moment où c'était pratique. Les gens font des erreurs, Gretchen. Certaines erreurs ne peuvent pas être pardonnées. Marcus s'est avancé, sa présence soudainement beaucoup plus proéminente. Je pense que cette conversation est terminée. Damon a semblé le remarquer pour la première fois. Et qui exactement êtes-vous? Quelqu'un qui sait comment traiter une bonne femme quand il en trouve une, a répondu Marcus calmement. Le visage de Damon est devenu rouge. Gretchen, tu ne peux pas sérieusement choisir cet étranger plutôt que ton mari. Ex-mari, ai-je corrigé.
Et je ne choisis personne. Je me choisis moi-même pour la première fois en 42 ans. Tu vas le regretter, a dit Damon, sa voix devenant désagréable. Tu as 65 ans, Gretchen. Combien de temps penses-tu que ça va durer? Que se passe-t-il quand il se lasse de toi? Ça suffit, a dit Marcus, sa voix portant une autorité qui a même fait reculer Damon. Mais le mal était fait. Les mots de Damon avaient atteint leur cible, réveillant toutes les insécurités que j'essayais de refouler. J'avais 65 ans. J'étais une femme sans abri qui avait été sauvée par un homme riche de 30 ans de moins que moi. Peut-être que Damon avait raison. Peut-être que ce n'était qu'une charité temporaire. Je pense que tu devrais partir maintenant, ai-je dit à Damon calmement. Il a étudié mon visage pendant un long moment, espérant peut-être voir un signe que ses mots avaient fonctionné. Quand il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, son expression s'est durcie. Très bien, mais ne reviens pas me supplier quand cette fantaisie prendra fin, Gretchen. Je ne serai pas là. Il est retourné à sa voiture, une Honda rouillée qui avait l'air encore plus pathétique à côté de la Rolls-Royce et des véhicules de sécurité. Alors que ses feux arrière disparaissaient dans l'allée, je suis resté là, ayant l'impression d'avoir été vidé de l'intérieur. Ça va? Demanda Marcus doucement. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr que ce soit le cas. Je devrais probablement retourner au refuge demain. Tout ça était une erreur. Vraiment? Tu as entendu ce qu'il a dit. J'ai 65 ans. Charlotte a besoin de quelqu'un de jeune, d'énergique, de quelqu'un qui puisse suivre son rythme. Charlotte a besoin de quelqu'un qui se soucie d'elle. Marcus a dit, l'âge n'a rien à voir avec ça. Mais alors que nous retournions à la maison, je n'arrivais pas à me débarrasser des mots de Damon. Que se passe-t-il quand il se lasse de toi? C'était une question à laquelle je n'avais pas de réponse, et qui allait me tenir éveillé la plupart de la nuit. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de Damon. Que se passe-t-il quand il se lasse de toi? À l'aube, j'avais pris ma décision. Je remercierais Marcus pour sa gentillesse, dirais au revoir à Charlotte et retournerais au refuge où était ma place. Mais Charlotte avait d'autres plans. Tu ne peux pas partir, a-t-elle annoncé quand je l'ai rejointe pour le petit déjeuner dans la salle du matin ensoleillée donnant sur les jardins. Nous n'avons pas encore pris notre goûter, ma chérie. Je pense qu'il est temps pour moi de partir. Ton papa est là maintenant. Tu es en sécurité. Le visage de Charlotte s'est crispé. Mais je ne veux pas que tu partes. Tu es mon ange gardien. Avant que je puisse répondre, Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi non plus, ses cheveux légèrement ébouriffés et son apparence habituellement parfaite plus détendue. Bonjour, a-t-il dit, ses yeux croisant les miens avec une intensité qui a fait trembler mon estomac. J'espère que tu as bien dormi. Oui. Merci. Le mensonge est venu facilement. Je disais juste à Charlotte que je devrais partir aujourd'hui. Papa, dis-lui qu'elle ne peut pas partir, a supplié Charlotte, les larmes commençant à se former dans ses yeux. Marcus s'est assis à la table, acceptant la tasse de café qu'Elisabeth lui avait versée. En fait, Gretchen, il y a quelque chose dont nous devons discuter avant que tu ne prennes une décision. Que veux-tu dire? J'ai eu une longue conversation avec l'agent Richard hier soir. L'enquête sur l'enlèvement de Charlotte a révélé des informations troublantes. Mon sang s'est glacé. Quel genre d'informations? Les hommes qui ont enlevé Charlotte ne cherchaient pas seulement de l'argent ou des secrets commerciaux. Ils ciblaient spécifiquement ma famille en raison de certains contrats gouvernementaux que détient mon entreprise. Des contrats qui impliquent la sécurité nationale. Charlotte avait cessé de pleurer et écoutait avec de grands yeux. C'était clairement une nouvelle pour elle aussi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai demandé. Tu as été vu avec Charlotte. Il y a des photos de vous deux prises par les associés des kidnappeurs avant leur arrestation pendant ces 3 jours. Pour autant que quiconque regarde, tu es importante pour ma famille maintenant. Les implications m'ont frappé comme un camion. Tu es en train de dire que je suis en danger. Je dis que partir maintenant, retourner au refuge ou essayer de reprendre ton ancienne vie serait extrêmement dangereux. Ces gens ne pardonnent pas et n'oublient pas. J'ai senti les murs se refermer autour de moi. Alors, que suggères-tu? Que je me cache ici pour toujours? Je suggère que l'offre d'emploi que j'ai faite hier n'était pas seulement une gentillesse. C'était aussi l'option la plus sûre pour toutes les personnes impliquées.
Charlotte a tendu la main à travers la table et a saisi ma main. S'il te plaît, reste, Gretchen. Je serai très sage. Je le promets. Nous pourrons prendre le goûter tous les jours. J'ai regardé cette belle enfant qui avait déjà perdu sa mère et avait failli se perdre elle-même et j'ai senti ma résolution vaciller. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement. Marcus a hoché la tête. Bien sûr. Mais pendant que tu réfléchis, il y a autre chose que tu devrais savoir. Avant qu'il ne puisse continuer, Elisabeth est apparue dans l'embrasure de la porte avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une colère à peine contrôlée. Monsieur, je suis désolé d'interrompre, mais il y a une autre situation au portail. La mâchoire de Marcus s'est serrée. Le même homme qu'hier? Non, monsieur. Cette fois, c'est un homme plus jeune qui prétend être le fils de Madame Patterson. Il est avec le monsieur âgé d'hier, et ils sont tous les deux assez agités. Mon cœur s'est effondré. Robert, bien sûr. Damon amènerait Robert. Je ne suis pas obligé de les voir, ai-je dit rapidement. En fait, si. La voix de Marcus était calme, mais ferme. Si nous ne réglons pas ça maintenant, ils reviendront sans cesse. Mieux vaut s'en occuper une fois pour toutes. 20 minutes plus tard, je me suis retrouvé face à Damon et Robert au portail d'entrée. Mon fils avait l'air mal à l'aise, mais déterminé, tandis que Damon semblait satisfait et confiant, comme s'il avait amené des renforts pour une bataille qu'il était sûr de gagner. Maman, Robert a dit au moment où il m'a vu. Papa m'a raconté ce qui s'est passé hier. Ce que tu lui as dit. Je lui ai dit la vérité, ai-je répondu uniformément. Il a fait une erreur, Robert a continué. Les gens font des erreurs, mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne sa famille. L'ironie de ces mots venant de lui, le fils qui avait pris le parti de son père pendant le divorce sans hésitation, était presque risible. Où étais-tu quand j'avais besoin de ma famille, Robert? J'ai demandé calmement. Quand je vivais dans un refuge, où étais-tu à ce moment-là? Robert a eu la grâce d'avoir l'air honteux. Je ne savais pas que c'était si grave. Tu ne voulais pas savoir. Damon s'est avancé, clairement impatient de cette scène émotionnelle. Gretchen, coupons court à tout ce drame. J'ai parlé à un avocat. Puisque notre divorce n'est pas encore définitif, tu es toujours légalement ma femme, ce qui signifie que tu ne peux conclure aucun accord financier sans mon consentement. Je l'ai regardé avec incrédulité. De quoi parles-tu? Notre divorce a été prononcé il y a des mois. En fait, non. Le sourire de Damon était triomphant. Il y a eu un problème avec les documents, une erreur de classement. Techniquement, nous sommes toujours mariés, ce qui me donne certains droits concernant tes décisions. Le monde a semblé basculer sous mes pieds. Ce n'est pas possible. Vérifie avec ton avocat si tu veux, mais je te dis la vérité. La voix de Damon est devenue flatteuse, manipulatrice. Écoute, Gretchen, j'essaie de sauver notre mariage ici. Toute cette situation est juste toi qui fais une crise parce que tu es blessé. Je comprends ça, mais il est temps de rentrer à la maison. Rentrer à la maison pour quoi faire? J'ai demandé. L'appartement que tu partages avec Sarah? Sarah est partie, a interrompu Robert. Papa est seul, maman. Il a besoin de toi. Il a besoin de mon argent, ai-je corrigé. Comme avant. C'est alors que Marcus s'est avancé. Je ne l'avais même pas entendu s'approcher, mais soudain, il était là, et sa présence a tout changé. Messieurs, a-t-il dit d'une voix qui aurait pu geler le feu. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Damon l'a regardé de haut en bas avec dédain. Et vous êtes? Marcus Wellington. Et je crois que vous êtes en train de pénétrer sur ma propriété. Nous sommes ici pour récupérer ma femme, a dit Damon, gonflant sa poitrine dans une exhibition pathétique de dominance. Votre femme? Le sourcil de Marcus s'est légèrement levé. C'est intéressant parce que selon la vérification des antécédents que mon équipe juridique a effectuée hier, votre divorce de Madame Patterson a été prononcé il y a 4 mois. La couleur a disparu du visage de Damon. Il y a eu une erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. La voix de Marcus est restée calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Ce qu'il y a eu, apparemment, c'est une tentative de manipuler Madame Patterson avec de fausses informations. Robert avait l'air confus. Papa, tu as dit. Ton père a menti,
a dit Marcus simplement, tout comme il a menti sur les raisons pour lesquelles il voulait récupérer son ex-femme. Vous ne savez rien de notre situation, a balbutié Damon. Ah bon? Marcus a sorti son téléphone et a fait défiler jusqu'à quelque chose. Voyons voir. Damon Patterson, 68 ans, récemment divorcé, a perdu environ 80 000 $ à cause d'un système d'investissement frauduleux promu par sa petite amie, Sarah Morrison. Actuellement, il a 3 mois de retard sur le loyer de son appartement, ses cartes de crédit sont au maximum, ses comptes bancaires sont à découvert. À chaque mot, Damon semblait rétrécir un peu plus. Alors, vous voyez, a continué Marcus, je sais exactement de quoi il s'agit. Ce n'est pas un homme qui veut récupérer sa femme. C'est un homme qui a besoin de quelqu'un pour le sortir de ses problèmes financiers. Robert regardait son père avec une horreur croissante. Papa, est-ce vrai? Le visage de Damon était rouge d'humiliation et de rage. Gretchen, tu ne peux pas sérieusement croire que Je peux le croire parce que c'est exactement ce que tu as fait pendant ton traitement contre le cancer, ai-je dit calmement. Tu m'as utilisé alors, tout comme tu essaies de m'utiliser maintenant. Ce n'est pas. J'étais malade, Gretchen. Je ne pensais pas clairement. Et quelle est ton excuse maintenant? Damon n'avait pas de réponse à ça. Marcus s'est approché. Et je pouvais voir pourquoi l'agent Richard et son équipe suivaient ses ordres sans hésitation. Quand Marcus Wellington voulait être intimidant, il était terrifiant. Voici ce qui va se passer, a dit Marcus, sa voix mortellement calme. Vous allez quitter cette propriété immédiatement. Vous n'allez plus contacter Madame Patterson. Vous n'allez pas la harceler, la menacer ou tenter de la manipuler. Si vous le faites, vous découvrirez exactement l'influence qu'un homme avec mes ressources peut avoir sur la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez pas me menacer, a dit Damon. Mais sa voix tremblait. Je ne vous menace pas. Je vous fais une promesse. Marcus a fait une pause, laissant ça s'installer. Madame Patterson est sous ma protection maintenant. Cela signifie qu'elle est intouchable. Vous comprenez? Damon a compris. Tout le combat qu'il avait en lui s'est complètement dégonflé. Mais Robert n'avait pas fini. Maman, s'il te plaît, ne laisse pas cet homme te monter contre ta propre famille. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, aimé, sacrifié pour, et j'ai senti une profonde tristesse s'installer en moi. Robert, où étais-tu quand j'étais sans abri? Je ne savais pas. Tu savais exactement où j'étais. Ton père te l'a dit. Tu as choisi de ne pas t'en soucier. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je me suis rapproché de lui. Quand je t'ai appelé après le divorce, qu'as-tu dit? Tu as dit que je devais accepter que ton père ait le droit d'être heureux. Tu m'as traité de dramatique pour m'être opposé à sa liaison. Tu as pris son parti sans même écouter le mien. Le visage de Robert est devenu rouge. C'est mon père. Et je suis ta mère, mais ça n'a pas semblé avoir d'importance quand c'était gênant pour toi. Alors c'est ça, la voix de Robert montait. Tu choisis cet étranger plutôt que ta propre famille. Je me choisis moi-même, ai-je dit fermement. Pour la première fois de ma vie, je choisis ce qui est le mieux pour moi au lieu de tout sacrifier pour des gens qui ne l'apprécient pas. Vous allez le regretter, a dit Damon amèrement. Vous allez tous les deux le regretter. L'expression de Marcus n'a pas changé. Est-ce que vous menacez ma famille, monsieur Patterson? Le mot famille m'a frappé comme un éclair. Marcus venait de parler de moi comme de sa famille. Parce que si c'est le cas, a continué Marcus, je dois mentionner que chaque mot de cette conversation est en train d'être enregistré. Menacer la famille de quelqu'un qui a une habilitation de sécurité gouvernementale est un crime fédéral. C'était le coup de grâce. Damon et Robert sont partis sans dire un mot, la tête baissée et leur dignité en lambeaux. Alors que leur voiture disparaissait dans l'allée, j'ai eu l'impression d'avoir été témoin de la fin d'un chapitre de ma vie. Ça va? Demanda Marcus doucement. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas entièrement sûr que ce soit le cas. Tu le pensais vraiment? Ce que tu as dit à propos de la famille. Marcus est resté silencieux pendant un long moment. Charlotte a perdu sa mère quand elle avait 5 ans. J'ai essayé d'être les 2 parents pour elle, mais j'ai échoué à bien des égards. Elle a besoin de stabilité, d'amour, de quelqu'un qui la fasse passer en premier. Il s'est tourné pour me regarder directement. Mais c'est plus que ça, Gretchen. Pendant les 3 jours où tu as passé à la protéger,
Charlotte a souri plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle a ri. Elle s'est sentie en sécurité. Tu lui as donné quelque chose que je n'avais pas été capable de lui donner. Quoi? L'amour d'une mère. Les mots planaient dans l'air entre nous, chargés de sens. Je ne peux pas remplacer sa vraie mère, ai-je dit doucement. Je ne te demande pas de remplacer qui que ce soit. Je te demande d'être toi-même. D'être la femme qui a dépensé ses 20 derniers dollars pour un enfant effrayé. D'être la personne qui a fait en sorte que Charlotte se sente en sécurité quand tout son monde s'écroulait. Nous sommes restés là dans la lumière du soleil de l'après-midi. Et pour la première fois depuis le début de toute cette épreuve, je me suis permis d'imaginer ce que ce serait de me réveiller chaque matin dans cette belle suite d'invités, de prendre le goûter avec Charlotte dans son jardin, de faire partie d'une famille qui voulait vraiment de moi. L'offre d'emploi tient toujours, dit Marcus doucement. 200 000 par an, plus les avantages sociaux, plus la prime à la signature. Mais plus que cela, Gretchen, tu donnerais à Charlotte quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment eu, une présence stable et aimante dans sa vie quotidienne. J'ai pensé au refuge, à mes 7 dollars restants, à la solitude qui était devenue ma compagne constante. Puis j'ai pensé au sourire éclatant de Charlotte, à sa petite main dans la mienne, à la façon dont elle m'avait appelé son ange gardien. Oui, dis-je avant de pouvoir changer d'avis. Oui, j'accepte le poste. Le sourire de Marcus était radieux. Charlotte va être aux anges. Mais alors que nous retournions vers la maison, je ne pouvais me défaire du sentiment que cette décision changerait plus que ma simple situation de vie. Elle changerait tout d'une manière que je ne pouvais même pas commencer à imaginer. 2 ans plus tard, je me tenais dans le même jardin où Charlotte et moi avions partagé notre premier goûter, la regardant chasser les papillons parmi les roses. À 10 ans, elle avait grandi et était plus confiante, mais elle insistait toujours pour que nous prenions notre goûter quotidien ensemble. La transformation dans nos 2 vies avait été remarquable, mais pas de la manière dont j'aurais pu le prévoir. Marcus avait tenu parole sur tout, le salaire, les avantages sociaux, la prime à la signature. Tout s'était matérialisé exactement comme promis. Mais plus important encore, il avait tenu parole quant au fait de me traiter comme un membre de la famille. Gretchen appela Charlotte de l'autre côté du jardin, viens voir le papillon bleu, il est de retour. Je me suis dirigé vers l'endroit où elle était accroupie près des buissons de lavande, regardant un magnifique papillon morpho-bleu se reposer sur les fleurs violettes. Elle ne vient ici que quand elle sait que c'est sûr, dit Charlotte doucement. Comme toi. L'observation était si étonnamment sage qu'elle m'a coupé le souffle. En 2 ans, Charlotte était passée d'une petite fille traumatisée à un enfant attentionné et compatissant qui voyait le monde avec une clarté remarquable. Tu sais quoi, ma chérie, dis-je, m'installant à côté d'elle sur le banc du jardin. Je crois que tu as raison. Notre routine matinale était devenue sacrée pour nous deux, petit déjeuner ensemble, puis jardin, suivi de ses leçons avec ses tuteurs, pendant que je gérais le calendrier social de plus en plus complexe qui accompagnait le fait de faire partie de la maison Wellington. Parce que c'est ce que j'étais devenu, pas seulement la compagne de Charlotte, mais une partie intégrante de leur famille. Le changement avait été progressif. Tout d'abord, Marcus avait commencé à me demander mon avis sur l'éducation de Charlotte, ses activités, ses besoins émotionnels. Ensuite, il avait commencé à m'inclure dans les décisions concernant la maison, le personnel, et même certains aspects de ses voyages d'affaires. « Qu'est-ce que tu penses du voyage à Singapour ?» demandait-il au dîner. 2 semaines, c'est long d'être loin de Charlotte. Elle gère beaucoup mieux l'anxiété de séparation, répondais-je. Mais peut-être pourrions-nous organiser des appels vidéo à des heures précises chaque jour. À un moment donné, nous étions devenus naturels. 6 mois après mon emménagement, Marcus m'avait surprise avec un nouveau titre et une augmentation importante, directrice des opérations familiales, l'avait-il appelé, avec un salaire de 300 000 $ par an. Je ne comprends pas, avais-je dit quand il m'avait expliqué le nouveau poste. Je fais déjà tout ce pourquoi j'ai été embauché. Tu fais bien plus que ça, avait-il répondu. Tu gères les horaires du personnel, tu coordonnes les activités de Charlotte, tu gères les obligations sociales et tu fais en sorte que cette maison ressemble à un foyer plutôt qu'à une simple résidence. Cela mérite d'être reconnu. Mais la véritable reconnaissance était venue dans des moments plus petits. La première fois que Charlotte m'avait appelé Gretchen maman devant ses amis, la nuit où elle avait fait un cauchemar et avait couru dans ma chambre au lieu de celle de son père, l'après-midi où Marcus m'avait présenté à un associé comme la deuxième mère de Charlotte et la personne qui fait fonctionner cette famille.
Chaque moment s'était construit sur les autres jusqu'à ce que je réalise quelque chose de profond, je n'étais pas simplement employé par les Wellington. J'appartenais à eux, et ils m'appartenaient. Il est l'heure des leçons, rappelai-je à Charlotte alors que nous retournions vers la maison. Je suis obligé? On ne peut pas juste jouer dans le jardin toute la journée? L'éducation est importante, jeune fille. D'ailleurs, n'as-tu pas cette compétition d'équitation le mois prochain? Le visage de Charlotte s'illumina. Ah, c'est vrai. Je dois m'entraîner à sauter. Alors que nous entrions par les portes-fenêtres qui menaient au salon du matin, j'ai failli entrer en collision avec Elisabeth, qui portait un plateau en argent avec ce qui semblait être des documents juridiques. Oh, Madame Patterson, parfait timing. Ceux-ci viennent d'arriver pour vous. Mon cœur fit un bond. Les documents juridiques n'étaient jamais une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûr, mais le messager a dit qu'ils étaient urgents. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes, mon esprit sautant immédiatement au pire scénario. Quelqu'un avait-il contesté l'autorité de Marcus de m'employer? Y avait-il un problème juridique avec ma vérification des antécédents? Mais alors que je lisais les documents, ma confusion ne faisait que s'approfondir. Qu'est-ce que c'est? Demanda Charlotte, sentant ma détresse. Je ne suis pas sûr de comprendre ça, dis-je, relisant le langage juridique. C'est alors que Marcus est apparu, portant toujours son costume de ses réunions du matin, mais avec un sourire qui suggérait qu'il savait exactement ce que je tenais. Ah, dit-il avec désinvolture. Ils sont arrivés. Marcus, qu'est-ce que c'est? Il s'assit en face de moi, son expression devenant plus sérieuse. C'est une proposition d'adoption. Une proposition d'adoption, répétai-je stupidement. Pour que Charlotte t'adopte légalement comme sa grand-mère. Les mots ne collaient pas, je ne comprends pas. Charlotte rebondit sur sa chaise. Nous voulons officialiser ça. Tu es déjà ma Gretchen maman, mais papa dit que nous pouvons rendre ça légal, comme ça tu feras vraiment partie de notre famille pour toujours. J'ai regardé les papiers, puis Marcus, puis Charlotte. Ce n'est pas comme ça que l'adoption fonctionne. Les enfants n'adoptent pas les adultes. En fait, ils peuvent, dit Marcus doucement. Ça s'appelle l'adoption d'adultes, et c'est plus courant que tu ne le penses. Charlotte deviendrait ta petite-fille légale, et tu deviendrais sa grand-mère légale. Ça ne change rien à notre vie quotidienne, mais ça officialise les relations. Mais pourquoi? Marcus se pencha en avant, son expression intensément sérieuse. Parce qu'en 2 ans, tu es devenue la personne la plus importante dans la vie de Charlotte. Parce que quand je voyage maintenant, je ne m'inquiète pas pour elle parce que je sais que tu es là. Parce que cette maison n'est pas la même sans toi. Et Charlotte ajouta avec le ton pragmatique que seuls les enfants peuvent avoir, parce qu'on t'aime et qu'on veut que tu sois coincé avec nous pour toujours. Coincé avec eux. Comme si faire partie de cette famille extraordinaire pouvait jamais être un fardeau. Il y a plus, continua Marcus. Il sortit un autre jeu de documents. Si tu acceptes l'adoption, j'aimerais aussi mettre à jour mon testament pour t'inclure comme tutrice de Charlotte, pas seulement compagne ou soignante, mais sa tutrice légale si quelque chose m'arrivait. Le poids de ce qu'il offrait me frappa comme un coup physique. La tutelle légale signifiait que si quelque chose arrivait à Marcus, Charlotte serait à moi pour l'élever. Cela signifiait une sécurité permanente, une appartenance permanente, une famille permanente. Je ne sais pas quoi dire, murmurai-je. Dis oui, s'exclama Charlotte. S'il te plaît, Gretchen. Je veux que tu sois ma vraie grand-mère. J'ai regardé cet enfant magnifique qui avait déjà perdu une mère et m'avait choisi pour combler ce vide. J'ai pensé à la petite fille effrayée que j'avais trouvée derrière une benne à ordures il y a 2 ans et à l'enfant confiante et aimante qu'elle était devenue. Oui, dis-je, ma voix se brisant. Oui, absolument, oui. Charlotte se jeta dans mes bras avec un cri de joie qui pouvait probablement être entendu à 3 comtés de là. Il y a encore une chose, dit Marcus alors que Charlotte se calmait enfin. Une célébration et de rigueur. J'ai organisé une petite fête pour ce week-end. Rien d'élaboré, juste des amis proches et de la famille. Famille, répétai-je, goûtant le mot. Il a confirmé. La fête de ce week-end était effectivement petite, mais elle me semblait énorme. Marcus avait invité l'agent Richard et son équipe, qui était devenue une sorte de famille élargie au cours des 2 dernières années, Elisabeth et les autres membres du personnel qui étaient devenus de chers amis, le professeur d'écriture de Charlotte,
son professeur préféré et 3 de ses amis les plus proches de l'école. Mais le moment le plus significatif est venu lorsque nous étions réunis dans le jardin pour couper le gâteau. Charlotte s'est tenue debout sur une chaise pour s'adresser à notre petit groupe. « Merci à tous d'être venus célébrer ma nouvelle grand-mère », annonça-t-elle avec la confiance d'une oratrice née. Il y a 2 ans, Gretchen m'a trouvé quand j'étais perdu et effrayé. Mais en réalité, je pense que peut-être je l'ai trouvée aussi. Elle avait autant besoin d'une famille que moi. Alors que les applaudissements remplissaient le jardin, j'ai senti des larmes couler sur mon visage. Plus tard ce soir-là, après que les invités soient rentrés chez eux et que Charlotte dormait, je me suis retrouvé dans le bureau avec Marcus, partageant une boisson tranquille et réfléchissant à la journée. « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si tu n'avais pas trouvé Charlotte ce soir-là » demanda-t-il. J'ai considéré la question. Je serais probablement encore au refuge ou pire, et Charlotte serait toujours traumatisée, toujours effrayée de faire confiance à qui que ce soit. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant un certain temps, tous les deux perdus dans nos propres pensées. « Marcus, dis-je finalement, pourquoi as-tu vraiment fait tout ça ? Le travail, l'adoption, la tutelle ? Pourquoi ? » Il resta silencieux si longtemps que je pensais qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était douce. « Parce qu'en 42 ans de mariage, personne ne t'a jamais aimé comme tu méritais d'être aimé. Parce que tu as passé toute ta vie à prendre soin d'autres personnes qui t'ont considéré comme acquise. Parce que quand tu n'avais rien, tu as quand même tout donné pour protéger ma fille. » Il me regarda alors directement. « Parce que Charlotte a besoin de toi. Et je pense que peut-être tu as besoin de nous aussi. J'ai besoin de vous, admis-je, tous les deux, plus que je n'aurais jamais cru possible. » 3 mois après la finalisation de l'adoption, j'ai reçu une visite inattendue. Elisabeth m'a trouvé dans le jardin et a annoncé que Robert était à la porte d'entrée et demandait à me voir. Mon premier réflexe a été de refuser. Je n'avais pas parlé à mon fils depuis cette terrible confrontation il y a 2 ans. Mais quelque chose dans l'expression d'Elisabeth suggérait que cette visite était différente. « Il a l'air différent », dit-elle prudemment, plus humble. J'ai trouvé Robert debout à côté d'une berline modeste, vêtu de vêtements simples qui étaient loin des costumes coûteux qu'il avait l'habitude de porter. Il avait perdu du poids, et il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. « Bonjour, maman » dit-il doucement quand il m'a vu. « Robert. » Nous sommes restés à nous regarder pendant plusieurs moments difficiles avant qu'il ne reprenne la parole. Je suis venu m'excuser. Je sais que c'est trop peu, trop tard, mais j'avais besoin de le dire. J'ai attendu, ne lui facilitant pas la tâche. J'avais tort sur tout, sur papa, sur le divorce, sur la façon dont je t'ai traité. J'étais égoïste et cruel, et je l'ai regretté tous les jours depuis. Qu'est-ce qui a changé, demandai-je. Robert baissa les yeux sur ses mains. Papa est venu me voir il y a 6 mois. Il avait besoin d'argent, et j'étais la seule famille qui lui restait. Je lui ai donné ce que je pouvais, mais ce n'était jamais assez. Il n'arrêtait pas d'en demander plus, faisant des demandes de plus en plus importantes. Il leva les yeux vers moi avec des yeux qui contenaient un véritable remords. J'ai réalisé que c'est exactement ce qu'il t'avait fait utiliser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, puis te jeter quand tu ne pouvais plus donner. J'ai essayé de te le dire. Je sais. J'aurais dû écouter. La voix de Robert se brisa légèrement. J'aurais dû te protéger au lieu de t'abandonner. J'ai senti ma colère commencer à s'adoucir, remplacée par la tristesse pour la relation que nous avions perdue. Robert, j'apprécie tes excuses. Vraiment. Mais je ne peux pas juste oublier ce qui s'est passé. Je comprends. Je ne m'attends pas au pardon. Je voulais juste que tu saches que je vois clair maintenant. Ce que papa a fait était impardonnable, et ce que j'ai fait était presque aussi mauvais. Il fouilla dans sa voiture et sortit un petit paquet emballé. C'était censé être ton cadeau d'anniversaire il y a 3 ans. Celui que je ne t'ai jamais donné parce que j'étais en colère à cause du divorce. Je l'ai déballé pour trouver un petit cadre en argent contenant une photo de ma fête de 50 ans. Robert avait peut-être 25 ans sur la photo, son bras autour de moi, tous les deux riant de quelque chose que sa petite amie de l'époque avait dit. Je l'ai trouvé en nettoyant mon appartement, dit-il. Je retourne à Denver, en recommençant à zéro, mais je voulais que tu aies ça au cas où tu voudrais te souvenir de quand les choses allaient bien entre nous. En regardant cette photo, je me suis souvenu du fils qui m'appelait tous les dimanches, qui m'apportait des fleurs pour la fête des mères, qui avait dit un jour à ses amis que j'étais la femme la plus forte qu'il connaissait.
Je suis contente que tu recommences à zéro, dis-je sincèrement. J'espère que tu trouveras le bonheur. J'espère que je trouverai la paix, répondit Robert. J'espère qu'un jour je pourrai devenir le fils que tu méritais. Après son départ, je suis resté longtemps dans le jardin, tenant cette photo et pensant au pardon, à la rédemption et aux secondes chances. Ce soir-là, Charlotte m'a trouvé là. Tu as l'air triste, Gretchen. Grand-mère, dit-elle, utilisant le nouveau titre sur lequel elle avait insisté depuis l'adoption. Pas triste, ma chérie, juste pensive. À propos de quoi? Je lui ai montré la photo. À propos de la façon dont parfois les gens font de terribles erreurs, mais ils peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Charlotte étudia la photo sérieusement. C'est ton fils? Celui qui était méchant avec toi. Oui, mais il s'est excusé aujourd'hui. Il a dit qu'il était désolé pour la façon dont il m'avait traité. Tu lui pardonnes? La question, posée avec une telle innocence et une telle franchise, m'a fait réfléchir. Je pense que j'apprends à le faire, dis-je finalement. Charlotte hocha la tête sagement. Papa dit que le pardon ne signifie pas que tu dois faire confiance à quelqu'un à nouveau. Cela signifie juste que tu arrêtes de laisser leurs mauvais choix te blesser. La vérité sort de la bouche des enfants. Alors que nous retournions à la maison ensemble, la petite main de Charlotte dans la mienne, j'ai réfléchi à l'extraordinaire voyage qui m'avait amené à ce moment. Il y a 2 ans, j'étais une femme brisée qui n'avait plus rien à perdre. J'avais dépensé mes 20 derniers dollars pour un enfant effrayé et je pensais faire le dernier geste d'une vie ratée. Mais ce geste avait mené à ceci, une famille qui me chérissait, une maison où j'étais valorisé, un avenir rempli d'amour et de but. Parfois, les anges gardiens, ai-je réalisé, viennent pour se sauver autant que les personnes qu'ils protègent. Et parfois, le simple fait de tout donner est ce qui vous apporte finalement tout ce que vous n'avez jamais su que vous aviez besoin. Debout dans l'embrasure de la porte du manoir qui était maintenant vraiment ma maison, regardant Charlotte sauter en avant pour raconter à son père notre conversation dans le jardin, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, une paix complète et parfaite. J'étais Gretchen Wellington maintenant, grand-mère de l'enfant la plus merveilleuse du monde et membre d'une famille qui m'avait montré ce que signifiait vraiment l'amour inconditionnel. À 67 ans, ma vraie vie avait enfin commencé. Maintenant, je suis curieux de savoir qui a écouté mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne, et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.